Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors la semaine dernière, on avait amélioré le code de ce trait Check for Internet. On avait modifié toutes les fonctions, là par exemple Can Access Internet, pour utiliser des collections de Laravel afin de rendre le code plus lisible et plus maintenable. On s'était arrêté sur la fonction Can Access Internet Until, qui était beaucoup plus compliquée que les autres, et je vous avais dit que il fallait des bons tests pour supporter un petit peu le refactor, l'amélioration, pour être sûr de ne rien casser. Or, je vous avais dit que j'avais trouvé quelques petits soucis avec mes tests, et du coup, je voulais voir avec ça aujourd'hui avec vous. Donc, dans le test, Check for Internet Test, j'ai ici un test générique. Alors, si j'arrive à monter, j'ai un test générique, celui-là, qui utilise la fonctionnalité de Data Provider de PHP Unit. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Data Providers en PHP Unit, c'est une fonction là, que j'ai appelée getPackages, qui est définie ici, et qui return un tableau contenant des jeux de test. Donc là, j'ai un jeu de test ici, j'ai un jeu de test ici, etc. Et PHP Unit va exécuter le test pour ce tableau-là, etc., etc., etc. Donc ça permet d'avoir un seul test et d'avoir juste les données qui changent pour le test. Le problème avec ce test, c'est qu'il n'est pas complet. Et pourtant, la première fois où j'ai regardé, je suis allé sur mon test coverage de PHP Unit, et quand on regarde le test coverage de PHP Unit, on se dit, la fonction est totalement testée. Je peux faire des refactors sans aucun problème, je suis sûr que ça va continuer à fonctionner. Et là, c'est là où on va revenir sur un des trucs que je vous avais dit dans une des premières vidéos, c'est que lorsqu'une ligne est rouge dans un test coverage, ça veut dire que le code n'est pas testé. Par contre, quand une ligne est verte dans un code coverage, ça ne veut pas dire que le code est testé pour autant. Par exemple, si on prend la ligne 96 ici, le tri du tableau, il est essentiel pour que la fonction fonctionne bien. Et pourtant, il est vert, donc on pourrait se dire c'est testé. Et pourtant, si je vais ici dans mon Check for Internet et que je commente cette ligne, que je relance mes tests, tout est au vert. Si je la décommente, tout est toujours au vert. Donc on voit que cette ligne-là n'est absolument pas testée par mes tests actuels. Et pourtant, PHP Unit nous dit que la ligne est verte et qu'elle est bien sous les tests. Donc c'est vraiment que là, on voit que les tests coverage, ça ne veut rien dire. On ne peut pas prendre les tests coverage comme une garantie que nos tests sont bien écrits. Alors dans notre cas, c'est juste un oubli d'un des cas d'usage, et il suffit de dire, ici par exemple, dupliquer ce test-là, et juste inverser les deux packages. Donc se dire, j'aurai d'abord un package de 3 à 5, puis un package de -2 à 3, et dans ce cas-là, c'est là où le test va se révéler utile. Donc là, je peux dire, hop, renommer mon test. Si je reviens sur Check for Internet que je commande cette fois-ci et que je relance mes tests, je vais avoir une erreur sur le One Following and One Current Package Inverse Order. Donc là, on voit que c'est utile et je peux décommenter ici, relancer mes tests et tout est au vert. Alors, comment faire pour avoir des tests qui soient complets? La seule méthode qui existe et qui est plutôt bien pour faire des tests complets, c'est le Test Driven Development. C'est s'obliger à écrire un morceau de code uniquement quand on a un test qui nous dit de l'écrire. Et dans ce cas-là, on est sûr que ce morceau de code est couvert par un test, et du coup, on peut avoir la garantie que si on le supprime un jour par mégarde, on aura nos tests qui vont nous dire « tu as fait une erreur ». Donc ça, moi, vu que je n'ai pas codé cette fonction en Test Driven Development, c'est sûr qu'il y a sans doute des petits morceaux de code ici que j'ai ajoutés sans qu'un test me dise « ah, il faut que tu ajoutes le tri ici, sinon ça ne fonctionne pas ». Quels sont les autres problèmes de ce test? Les autres problèmes de ce test, c'est que cette fonction getPackage, là, ça me retourne un nouveau package, mais ça nous retourne surtout un mock. Alors un mock, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un faux objet sur lequel on va définir certaines fonctions. Donc par exemple, ici, je définis un mock pour $package, et je vais définir la fonction getStart qui va retourner $start. Je vais définir la fonction getEnd qui va retourner $end. Et même chose pour toutes les fonctions qui m'intéressent dans ce trait-là. Le problème de ça, c'est qu'on a une liberté qui est limitée. En fait, on n'a accès que à ces fonctions-là sur notre package. Par exemple, si je vais sur Check for Internet et que je veux ne plus utiliser getID ici, que je veux juste utiliser flashID, ce qui est totalement valide, la fonction continue à fonctionner, elle fonctionne exactement de la même manière. Pourtant, si je relance mes tests, tout est au rouge parce qu'il ne connaît pas l'attribut ID. Il ne connaît que cette fonction-là, et il ne connaît pas la fonction getAttributeID. Donc c'est vraiment là où on a un gros problème sur ces tests-là, c'est qu'on ne peut pas faire les refactors qu'on veut. Si je ne veux plus utiliser getPackages, je veux utiliser une collection, je ne peux pas,
parce que la seule méthode que mon trait connaît, c'est getPackages. Donc à ce niveau-là, il faudrait qu'on crée de nouveaux tests qui soient plus solides. Alors comment on crée des nouveaux tests plus solides? J'en ai créé un avant cette vidéo, pour pas avoir à écrire le code dans la vidéo, mais on va le parcourir ensemble. Donc déjà, la première chose, ligne 14, on utilise les database transactions. Pourquoi? Parce que ce test-là va vraiment insérer des données en base de données. Le test qu'on avait auparavant, il n'utilisait absolument pas la base de données. Il avait juste des mocks et du coup, il était très rapide, mais il était assez limité. Donc là, on va utiliser la base de données et grâce aux transactions, on va être relativement rapide. Parce que les transactions, c'est quelque chose qui est peu coûteux en base de données et du coup, on va pouvoir rollback des transactions assez rapidement. Ensuite, j'ai défini une méthode publique setup pour insérer en base de données les choses que j'ai besoin d'avoir dans quasiment tous les tests. La première chose, c'est un client, normal. Et la deuxième chose, c'est un service Internet. Donc ça, c'est un service qui est considéré comme Internet et du coup, je vais pouvoir l'associer à l'abonnement que j'ai envie ou pas, en fonction des besoins. Ensuite, si on regarde les différents tests, je n'ai plus un test générique, j'ai un test vraiment pour chaque cas d'usage. Alors pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je n'ai pas continué à utiliser le data provider? C'est tout simple, c'est parce que PHP Unit exécute le data provider, donc exécute la fonction getPackages par exemple ici, avant que Laravel se démarre. Donc ça veut dire que dans ma fonction getPackages ici, je n'ai pas accès à la base de données, je n'ai pas accès aux fonctions de Laravel, et du coup c'est très compliqué de pouvoir faire interagir avec la base de données à ce niveau-là. Donc j'ai décidé d'abandonner un petit peu les data providers pour créer des tests, un test par dataset, plutôt que d'avoir un test générique. J'ai gardé le concept de create subscription, donc je l'ai renommé juste, et on va voir tout de suite la fonction comment elle fonctionne, parce qu'elle n'est pas du tout comme le getPackages avant. C'est pas des mocks, c'est vraiment des vrais objets qui sont insérés en base de données. Donc là, je crée mes deux dates, la date de départ et la date de fin, et ensuite je crée mon package avec la factory package de classe. Je lui donne, je l'associe au client que j'ai créé dans la méthode setup. Je lui mets une date de début, une date de fin, et je lui donne un prix mensuel de 0 s'il est payé. Comme ça, le package coûte 0, du coup il est automatiquement payé. Et si c'est pas payé, je lui donne un prix aléatoire qui ne sert juste à me dire il n'est pas payé. Ensuite, si on me demande un package qui est Internet, un package Internet, j'associe à ce package, au service de ce package, j'associe le service Internet que j'avais aussi créé dans la méthode setup. Et même chose, je mets deux prix à 0 pour être sûr qu'il ne m'embête pas à ce niveau-là. Donc maintenant, si j'exécute ce test, qu'est-ce que ça donne? Donc là, si je réexécute par exemple mon test initial, vous voyez qu'il est tout rouge parce que les mocks ont cassé. Par contre, si j'exécute mon nouveau test, tout est au vert. Et mon test reste vert si par exemple ici je décide de ne pas utiliser toujours FlashID. Je dis finalement je vais utiliser getID. Je reviens, je réexécute, tout est au vert. Alors quel est le désavantage de ce test? C'est que si je réexécute mes tests précédents, on voit qu'il y a quand même une différence de temps d'exécution. Donc là, on a quand même 500 millisecondes de plus. C'est presque le double. Donc ça, c'est quand même un peu important. Mais il faut savoir si ça vaut le coup pour vous ou pas. Pour moi, je trouve que les tests se lancent relativement rapidement. Par exemple, pour toute mon application, là, mes tests durent environ 30 secondes. C'est quand même correct pour lancer plusieurs centaines de tests. Et sachant que quand je développe, généralement, je ne lance pas tous mes tests de mon application. Je lance que les tests qui m'intéressent. Et ensuite, à la fin de mon développement, je lance tous mes tests automatiquement sur mon serveur Git. Et du coup, j'ai le résultat final, on va dire, une fois pour toutes. Donc pour moi, ce n'est pas très important ces 600 millisecondes. Par contre, ces 600 millisecondes, ils veulent dire quelque chose de très important dans votre code. C'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans mon code, ici, maintenant, je suis libre de pouvoir faire n'importe quelle modification. Je peux utiliser des méthodes, ne pas utiliser les mêmes méthodes, utiliser de nouvelles méthodes. Par exemple, créer une nouvelle méthode sur package et l'utiliser dans ce code-là parce que je me rends compte que c'est plus pratique, plus lisible. Donc, je peux vraiment faire ce que je veux. Ce que ne me permettait pas mon ancien test avec des mocks qui étaient assez rigides. Il n'y a que certaines méthodes qui existent et elles retourneront qu'une certaine valeur. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous montrer une dernière petite différence qu'il y a avec les tests originaux. Enfin, plutôt quelque chose que Taylor a dit récemment dans sa newsletter. C'est cet appel de méthode. Taylor avait dit dans sa newsletter, donc le créateur de Laravel, qu'il n'aimait pas qu'on passe des booléens aux fonctions. Et si on regarde dans le framework Laravel, effectivement, il y a peu de fonctions
où on doit passer des booléens comme ça, virgule true, virgule false. En fait, il dit qu'il est préférable d'avoir des fonctions qui changent de nom. Donc là, par exemple, on pourrait avoir create unpaid subscription. Et cette fonction-là, elle est très simple à créer. J'ai juste à aller à la fin. Ici, je peux créer la fonction. Elle va prendre le from et le to. Et tout ce qu'elle va faire, c'est déléguer à la fonction principale, donc create subscription, avec le from, le to et le false. Et ces genres de fonctions, ces fonctions un petit peu alias, qui nous permettent de donner un nom sur un booléen, on les retrouve beaucoup. Si on lit le code source de Laravel, on les retrouve beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait, qui a peut-être un intérêt. Alors sur le coup, dans les tests, je ne suis pas sûr que c'est vraiment un intérêt, parce que si on regarde ici, je trouve qu'au niveau coloration syntaxique, le unpaid ne ressort pas beaucoup, alors que le false ressort beaucoup. Donc tout de suite, quand je regarde ce test-là, je ne vois pas forcément qu'il y a une différence entre ces deux fonctions. Par contre, quand je regarde ce test-là, je vois celui du milieu là, qui est un petit peu original, qui a un false. Et donc je peux très vite comprendre, grâce à la description du test, ce qui se passe avec ce false. Donc c'est vraiment des goûts et des couleurs un petit peu de chacun. Dans mon code de tous les jours, pourquoi pas. Dans le test, je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose. L'autre astuce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez écrire une variable temporaire ici. Donc isPaid égale false par exemple, si vous voulez vraiment être très lisible. Donc cette variable-là, elle n'est pas utilisée, mais elle permet de donner un nom à ce booléen. Donc c'est quelque chose aussi qu'on voit dans certains codes sources et qui peut être aussi également améliorer la lisibilité de votre code. Donc voilà pour ce test-là. Maintenant qu'on a un vrai test ici qui est solide, la semaine prochaine, on va pouvoir reprendre cette fonction-là et travailler sur les collections et voir si on peut améliorer cette fonction pour éviter d'avoir des tableaux vides, pour éviter d'avoir des for each, des if dans des for each, etc., etc. Et voir s'il y a vraiment quelque chose à faire ici ou si c'est trop compliqué et ça vaut pas le coup finalement.